Bienvenue à notre conférence. Comme vous le savez, c'est chaque le 8 mars que le monde entier célèbre la journée du droit de la femme. Et nous, femmes du FBA, nous avions choisi cette journée du 27 mars pour célébrer notre journée à notre manière, bien sûr, sans pour autant déroger à la règle. Vous le savez, le thème que nous avons retenu, « Femme, lève-toi, défends tes droits et perce ». Je l'ai dit dans mon introduction, notre thème « Femme, lève-toi, défends tes droits et perce ». Sur ce, je vais lire le mot de circonstance pour que nous puissions ouvrir notre cérémonie du jour. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons en ces lieux pour célébrer ensemble avec vous la Journée internationale de la femme. Cette manifestation constitue pour nous une occasion exceptionnelle pour honorer nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos collègues et nos filles. C'est pourquoi nous en sommes fiers. Je félicite à cet effet les dames du comité d'organisation. Je voudrais également remercier les autres membres et nos invités qui ont tenu à se joindre à nous pour commémorer cette journée. Quid du mois de la femme? Cette journée contribue à rendre visibles les situations dans lesquelles la place de la femme n'est pas une évidence comme celle qui lui est confiée dans l'univers. C'est un processus qui a commencé au niveau international en 1975. Des mesures importantes ont été prises pour sensibiliser les chefs de l'État sur les défis spécifiques auxquels sont confrontées les femmes. En dépit du fait qu'elles sont pauvres, démunies et marginalisées, nous, femmes, continuons de persévérer contre vents et marées dans nos actions, nos efforts pour changer nos conditions de vie et susciter l'espoir. À l'évidence, de nombreux obstacles subsistent encore. Mesdames, le 8 mars ne suffit pas pour faire aboutir la lutte des femmes pour leurs droits. Cette action doit être quotidienne car le combat est permanent. Nous, femmes de bonnes actions, en particulier, nos objectifs poursuivis sont réalisation d'une entraide entre les membres et les personnes vulnérables, réaliser des activités de visibilité en faveur de la ville de Kinshasa, renforcer nos liens, apporter notre assistance morale, financière, matérielle pour des cas sociaux, créer des micro-entreprises dans divers secteurs, la recherche des financements auprès des partenaires publics, du pouvoir public, des partenaires nationaux et multinationaux, créer des cliniques juridiques, signer des accords avec d'autres ASBEL poursuivant des réalisations d'intérêt communautaire ou socio-communautaire, dans l'espoir que nous assistons à des échanges riches et fructueux. Je déclare ouverte la conférence de ces jours. Je vous remercie de votre aimable attention. Soyez les bienvenus. Mesdames, notre programme se présente comme suit. Nous aurons 3 oratrices, ce sont des femmes qui vont intervenir. La première oratrice, c'est une consoeur, une dame de la radio-télévision nationale congolaise. Elle, c'est Madame Bibiche Mbete. Elle sera là. Avec elle, nous aurons comme sous-thème le droit de la femme sur sa santé productive. Une toute petite présentation de moi-même. Je m'appelle Bibiche Mbete, je suis journaliste à la RTNC. Et entre-temps, je suis la coordonnatrice d'un réseau de journalistes. Actuellement, une quarantaine de journalistes. Nous travaillons pour la promotion des questions de la santé sexuelle et reproductive ici en République démocratique du Congo. Et donc, notre mission, c'est d'apporter l'information, la bonne information, l'information exacte sur tout ce qui concerne les questions de la santé sexuelle et reproductive. Et nous faisons, en fait, j'ai dit nous contribuons à la promotion de la santé sexuelle et reproductive parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le pays qui font également la promotion de la santé sexuelle et reproductive, bien évidemment dans d'autres domaines. Mais nous, notre axe, c'est information, sensibilisation et plaidoyer
à travers les médias. C'est essentiellement ce que nous faisons. Et donc, toutes les thématiques, toutes les composantes de la santé sexuelle et reproductive, c'est notre domaine et nous en faisons la promotion à travers les médias. En tout cas, je ne sais pas s'il y a l'une d'entre vous qui a déjà eu à me suivre à la télévision ou sur n'importe quel autre canal d'information, vous allez vous rendre compte que je ne parle que, je parle essentiellement de ces questions. Et au quatrième point, que ça soit vraiment interactif, hein, je pense que chacune de nous aura quelque chose à dire par rapport à ce point-là. Alors, je vais tout de suite au premier point, les objectifs de ma présentation. D'abord, notre objectif est informatif. Je parle à titre informatif, étant donné que c'est ça le travail que je fais tous les jours. Je travaille à communiquer, à informer, à sensibiliser. Et donc, l'objectif de cette présentation est tout d'abord informatif. Donc, nous allons partager les informations qui sont à notre disposition. Question des outils, les femmes que nous sommes, des capacités, les femmes qui sont ici en matière de droits sexuels et reproductifs. Et le but de cet partage informatif est aussi de nous aider à connaître chacune de nous, à connaître le droit. Et cette connaissance va renforcer nos capacités pour revendiquer ces droits. Parce que nous cherchons à connaître nos droits dans le but de les revendiquer et d'en jouir, n'est-ce pas? Voilà, donc le deuxième objectif, c'est de nous enrichir mutuellement. Je me suis présentée comme journaliste, mais nous allons ici parler des questions qui ont en même temps, qui ont trait au droit et à la santé. Donc je pense que peut-être qu'il y a des médecins ici, il y a des juristes ici, donc nous allons aborder des questions qui vont toucher à la santé, au droit, et donc nous allons nous enrichir mutuellement. Je pense qu'il y aura peut-être des gens qui vont se retrouver dans ces questions et qu'il y aura peut-être de matière à partager ou à enrichir par rapport à ce que nous allons dire ici. Et le dernier objectif, c'est de montrer l'importance de cette question, des questions de santé sexuelle et reproductive. Alors tout de suite, je vais essayer de définir la santé sexuelle et reproductive. Là, j'ai pris la définition du Fonds des Nations Unies pour la population, qui elle aussi s'est référée à l'Organisation mondiale de la santé pour donner une définition à la santé sexuelle et reproductive. Alors, la bonne santé sexuelle et reproductive renvoie à un état de bien-être total sur le plan physique, social, relativement à tous les aspects du système reproductif. Les médecins ou l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme étant un état de bien-être complet sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan social. C'est donc la même définition par rapport à la santé sexuelle et reproductive, mais ici, ça concerne tout ce qui a trait aux organes reproducteurs, aux organes sexuels. C'est comme on parlerait de la santé des yeux, c'est comme on parlerait de la santé de la peau, hein. La santé sexuelle et reproductive, c'est seulement la définition de la santé, mais en ce qui concerne les organes reproducteurs. Alors, santé sexuelle et santé reproductive, généralement, ces deux concepts sont... En fait, ce sont deux concepts qui sont très proches et souvent même pris l'un pour l'autre, parfois même utilisés indistinctement, on confond. Mais en tout cas, moi, je dirais que la santé sexuelle, elle est incluse dans la santé reproductrice ou santé de la reproduction, parce que, en fait, dans les temps, on ne parlait que de la santé de la reproduction. Je pense que beaucoup de gens le savent. Hein. On parlait seulement de la santé de la reproduction, tout simplement parce qu'on prenait les organes, la considération sociale, c'était qu'on prenait les organes sexuels, surtout pour la femme, comme ayant la seule utilité de reproduction. Voilà. Donc, on prenait les choses comme ça. Donc, une femme qui va avoir des relations sexuelles, c'est pour la reproduction. Et pourtant, on sait que
chaque fois qu'on a par exemple des relations sexuelles, on a des rapports sexuels, c'est pas seulement pour se reproduire. En tout cas, si on va chaque fois avoir des relations avec son mari ou son partenaire, si c'est chaque fois pour le but de la reproduction, je ne sais pas combien d'enfants nous aurons finalement dans nos familles. Ces aspects-là pour recourir à l'avortement médicalisé. Donc on peut dire à ce stade que le cadre, ça aussi à titre informatif, le cadre légal de l'avortement en RDC a changé. Ce n'est plus le code, je pense que nous avons une oratrice qui viendra peut-être par le dessin. Nous savons que le code pénal interdisait, je préfère utiliser l'imparfait parce que ce n'est plus d'application aujourd'hui. La pratique de l'avortement était interdite en République démocratique du Congo sous toutes ses formes. Quel que soit le problème, même si ta santé et ta vie est en danger, même si ta vie est menacée, on n'avait pas le droit de procéder à l'avortement. Même si tu n'as pas décidé d'avoir cette grossesse. Nous connaissons la situation de notre pays. Ça, nous connaissons les situations de violence urbaine, mais il y a aussi les situations, le mode de violence, où on a utilisé le viol comme une arme de guerre. Dans l'Est, par exemple, là où on a connu des situations, des conflits armés, nous avons entendu des histoires, des témoignages. Moi-même, récemment, il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre, je suis allée visiter l'hôpital de Pandi. Je suis allée voir le docteur Mukwege. J'ai vu des femmes qui sont violées, qui sont là-bas, qui sont prises en charge. J'ai entendu des témoignages. En tout cas, quand on nous en parle comme ça, on ne sent pas vraiment ce que ces femmes-là ont vécu. J'ai vu ces femmes-là. J'ai des photos avec ces femmes-là. J'ai parlé avec le docteur Mukwege. Mais il y a du sérieux. Et si la RDC a été pointée comme zone rouge par rapport aux violences sexuelles, c'est à juste titre, il y a du sérieux. Alors vous imaginez des situations où une femme, tout bonnement avec son mari, avec ses enfants, un groupe de gens débarquent, on la viole devant ses enfants, on viole peut-être aussi les enfants, elle se retrouve enceinte, mais elle n'a pas demandé ça. Et vous voyez le mari qui la chasse de la maison et toute la société qui la stigmatise, qui la culpabilise, qui la rend encore plus vulnérable. Des choses comme ça, on a vu, on connaît ça dans notre pays. Alors vous imaginez une grossesse comme ça, issue de ces cas-là. Aujourd'hui, la femme a le choix. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix, c'est un droit qu'on offre à la femme de demander des services d'avortement médicalisé, qui est différent de l'avortement clandestin, les avortements clandestins constituent la deuxième cause de mortalité maternelle ici, dans notre pays. Parce que justement, le code ou la loi étant restrictive par rapport aux avortements, puisque la loi interdisait les avortements, toute pratique. On ne dit pas que inconsciemment ou inconsidérablement, on attrape une grossesse et puis on va... Non, en fait, quel que soit le cas, que ce soit issu de viol, inceste, nous connaissons des cas de filles, par exemple, tu amènes ta nièce dans le mariage et puis un neveu à ton mari qui a l'habitude de la prendre, c'est une petite fille, elle ne sait pas dénoncer et tout, et puis elle se retrouve enceinte. Moi-même, dernièrement, j'avais une bonne qui travaillait chez moi. Elle me racontait sa vie, comment est-ce qu'elle est arrivée à commencer à travailler comme ça dans le maison. C'est une fille qui parle très bien français, qui a étudié. Elle a dû interrompre les études parce que son père, qui était pasteur, abusait de sa grande sœur, sa propre fille en fait. Sa propre fille. Il a commencé longtemps avant. La fille avait encore 12 ans et ça a continué. Elle avait peur de dénoncer. Et puis, arrivé à un moment, elle avait 17 ans, elle s'est retrouvée enceinte. Et quand on s'est rendu compte que la fille était enceinte, elle ne savait pas dire que c'est son papa qui était responsable. Elle a demandé, parce que son père il est pasteur et dans l'église, s'est trouvé aussi l'église. Enfin, dans la parcelle, s'est trouvée l'église. Alors la fille a demandé si elle pouvait voir son grand-père. Elle a dit, je ne pourrais être à l'aise que si je parle à Coco. On l'a amenée chez le grand-père et elle a dit, en fait, chaque fois que maman n'est pas là, papa vient me voir et tout. Ça a commencé quand j'avais 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 17 ans. Donc la grossesse là, elle est de papa.
C'était vraiment un scandale dans la famille. L'église, vous voyez un peu, donc les gens ne venaient plus et le papa est parti. Il est allé prendre, il a eu avec sa femme 10 enfants, il a abandonné avec ses 10 enfants, il est parti, il a pris une autre femme, il a créé un autre foyer ailleurs et une autre église. Et des cas comme ça, on en connaît. Je pense qu'on serait hypocrite si on dit qu'on ne connaît pas de cas comme ça. Finalement, la fille, elle a évolué avec sa grossesse, qui était très difficile parce qu'elle était très jeune. Les organes sexuels n'étaient pas, les organes reproducteurs n'étaient pas encore arrivés à maturité. Elle a eu quand même ses enfants, mais très difficilement. Je pense qu'après, elle n'aura plus d'enfants, selon ce que j'ai entendu. Et elle est allée travailler quelque part, il y a une ONG qui s'est présentée, on lui a dit, bah, écoute, ta mère ne t'aimera jamais et elle n'aimera jamais tes enfants parce qu'elle te considérera toujours comme sa rivale. Alors, il y a un monsieur qui veut prendre tes enfants et partir avec eux en Europe et toi, tu vas aller avec eux, tu seras leur nounou, tu seras avec les enfants en Europe. Mais le jour où le monsieur est parti avec les enfants, elle n'était même pas au courant, donc on l'a trompée. Elle est restée, elle s'est rendue compte que les enfants étaient déjà partis. Les enfants ont 10 ans aujourd'hui. Ça fait 10 ans que l'histoire s'est passée. Et aujourd'hui, on la voit comme ça, comme une malheureuse. Donc, des histoires comme ça, que ce soit dans les milieux urbains ou dans les milieux où on a connu de conflits armés, on connaît des réalités pareilles. Alors, aujourd'hui, l'État congolais, à travers la ratification du protocole de Maputo, donne aux femmes le choix de recourir à l'avortement dit médicalisé. Médicalisé parce que pratiqué par un professionnel de santé, parce qu'il y a 3 conditions pour qu'on parle de l'avortement médicalisé. Ça doit être pratiqué par un personnel de santé qualifié, ça doit être pratiqué dans un centre reconnu et aussi par des méthodes qui sont appropriées. Parce qu'aujourd'hui, les curetages, par exemple, c'est interdit, c'est prohibé. Mais il y a d'autres méthodes qui sont acceptées. Et là, je suis loin de faire la promotion de l'avortement. Je suis en train de dire ce qui existe aujourd'hui. Je suis en train de parler du cadre légal de l'avortement en République démocratique du Congo. Donc, quand vous vous retrouvez dans les cas de viol, d'inceste, ou lorsque le problème de santé l'exige, vous avez le choix pour aller demander à l'hôpital, pas le faire de manière clandestine, mais à l'hôpital, vous avez le droit, et le médecin qui le fait, parce qu'on a attesté que effectivement vous êtes dans ces conditions-là, il est en droit aussi de le faire. Mais ça reste un choix. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une obligation. À ce droit, nous allons identifier chacune de nous, peut-être dans notre groupe de femmes de bonnes actions, nous allons arriver à faire l'état des lieux de la situation de la femme congolaise par rapport à l'accès à sa santé sexuelle, à ses droits à la santé sexuelle et reproductive. Ça va nous aider de travailler en synergie pour faire des plaidoyers pour que la promotion, l'accès à la santé sexuelle et reproductive en République démocratique du Congo soit une réalité, soit vraiment effectif. Alors, le dernier point, c'est je vous dis merci pour votre attention. Merci.